Salut à tous, ici Rabdel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part une voix un petit peu pétée, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a pas mal d'instruments de musique. Je suis musicien et particulièrement actuellement chanteur. Et je sors de répétition, de 4-5 heures de répétition bien intense, donc j'ai un peu la voix un peu dans les chaussettes. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler de ce deck Temur Agro du Grand Prix Stockholm, joué par Einar Baltvinsen, qui a fait donc deuxième au Grand Prix Stockholm. Bravo à lui. Je voulais juste faire un petit remerciement avant de commencer de parler de ce deck Temur Agro. Je sais en plus qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas, Rabdel et Jobar, sur Facebook et Twitter. Et si vous ne connaissez pas les Avobuild, je vous conseille de chercher sur la chaîne le Avobuild. Normalement, c'est le numéro 3 actuellement. Si vous voulez participer donc à la construction d'un deck en scellé, qu'on puisse en discuter, je donne le résultat dans quelques temps. Le remerciement que je voulais faire, c'est Magic France. Merci de m'avoir promu. Oui, promu sur Facebook. Ce dimanche, il y a eu un post consacré exclusivement à la promotion de ma chaîne et ça me touche énormément. Donc merci Magic France, vous êtes géniaux. Beaucoup donc de nouveaux abonnés et de nouveaux followers sur Abdeljobar. Bienvenue à vous si vous faites partie de cette nouvelle vague. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du format standard, encore une fois, et du Grand Prix Stockholm. Temur Agro a fait deuxième et est bien ancré dans le format standard actuellement. En plus donc des divers Jeskai, Abzan, Mardou, on voit là des Golgari, des Red Deck Queens, il y a des Sultai, il y a tellement de decks dans ce format. Et là donc on va voir Temur. Je rappelle Temur c'est bleu, vert et rouge. Et donc c'est un Temur, les gens le disent aggro. Je le dirais un mid-range avec qui sort quand même très très bien. Et surtout avec, on va le voir, 4 Savage Knuckleblade. Vous allez reconnaître cette carte qui est beaucoup trop fumée. Je m'excuse d'avance d'utiliser MTG Top 8. Les cartes ne sont qu'en anglais. J'espère que vous les reconnaîtrez et que vous êtes un peu habitué aux cartes en anglais. Je le dirai à chaque fois que j'utilise MTG Top 8, mais c'est un site vraiment très pratique pour faire des découvertes de decks. Surtout que ce site propose les top 8 de tous les tournois importants avec des decklists et un setup très joli. Et c'est un site qui ne fait pas non plus de vente de cartes, ce qui est plutôt pas mal parce que je ne suis pas là pour ça. Voilà, tout simplement. En tout cas, allez, dans le vif du sujet, Temur Agro, bleu, vert et rouge. Mon dieu, ma voix. Et on part donc avec, on va parler d'abord de la composante rampe, puisqu'il y a du vert, hein, très souvent on a une composante rampe dans le vert, on l'a vu sur l'Abzan midrange, on a vu Arilax, on voit ici Thiago Rodriguez qui a fait 3ème, 3-4 au tournoi et qui joue encore Abzan midrange. Si je regarde la decklist, je suis sûr d'y voir, Sylvain Cariatide, peut-être des elfes mystiques et bien entendu des coursiers de Crufix. Attention, le test en direct. Coursier de Crufix, Sylvain Cariatide. Il n'y a pas d'elfe mystique. Ok. Mais il y a 4 cariatides. Donc la composante verte, de Temur va apporter bien entendu son lot de rampes. Et regardez ce qu'on a en rampe. On a bien entendu les mystiques Tangriff, qui sont bien entendu, on le pressentait, hein, mais utilisés dans le format, qui sont de très bonnes bêtes pour 2, dont un incolore et un vert, une 2-1 morph à démorpher pour 2 incolores. Très intéressant. Qui peut se jouer dans n'importe quel deck, donc vu qu'on l'invoque avec de l'incolore et on le démorphe avec de l'incolore aussi. Quand il est démorphé, on gagne un mana de chaque couleur de Temur, donc un bleu, un vert, un rouge, ici. Et on peut l'engager pour avoir un mana un peu comme un noble hiérarque. Voilà, c'est un peu le noble hiérarque pour 2, avec Mu, très très intéressant. Et bien entendu, donc c'est joué, s'il arrive au tour 2, on a beaucoup de mana au tour 3, etc. Voilà, très très simple. Et bien entendu, je ne suis pas fan du fait qu'il y en ait 4, mais vu que ce deck, comme on dit chez moi, a perfait, on ne va pas non plus trop critiquer, hein, la decklist d'Einar. Il y a 4 elfes mystiques, moi j'aime pas en piocher en late game, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, il joue 4 elfes mystiques pour bien ramper. Donc on rappelle ramper, ce n'est pas ramper sur le sol, hein, bien entendu. Ramp en anglais, enfin c'est un anglicisme qu'on utilise très souvent en Magic pour dire on va construire une base de mana plus importante. Voilà,
vous le savez, on pose un terrain par tour à Magic. Tour 1, on a un mana. Tour 2, on a 2 mana. Tour 3, on a 3 mana. Ramper, ça veut dire tour 1, on a un mana. Bah, par exemple, on met un elfe mystique, et bah, tour 2, on a 3 mana. On a plus de mana. Si par exemple, au tour 3, on met un mystique et un griffe, et ben au tour 4, on aura, au lieu d'avoir 4 ou 5 mana, on aura 6, voilà, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte plus vite que l'on pose de terrain, en fait, tout simplement. Le mana monte, le mana disponible. Et donc, voilà, on a 8 cartes pour ramper, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. 8 cartes pour faire du ramp. Donc pour avoir beaucoup de mana très vite. Et pourquoi faire, ma petite dame? C'est ce que vous me demandez. Eh ben, on va d'abord passer par la case, pour moi, principale qui fait que ce deck existe. C'est Savage Knuckleblade, s'il s'affiche. Savage Knuckleblade, donc c'est lame-poing sauvage en français, si je me rappelle bien. C'est une magnifique créature, selon moi. 4/4 pour 3, un mana de chaque couleur de Témur, bleu, vert et rouge. Et c'est une créature vraiment intéressante, comme vous pouvez le voir. Il y a 3 capacités, une qui coûte du vert, une qui coûte du bleu, une qui coûte du rouge. Celle qui coûte du vert lui donne +2/+2 à utiliser une seule fois par tour. La capacité avec du bleu coûte aussi 3 et permet de renvoyer le lame-poing sauvage dans la main de son propriétaire. Et la capacité qui coûte du rouge, qui coûte seulement un rouge et qui lui permet d'avoir la célérité. Donc voilà, une créature qui peut être très forte, qui arrive très vite, qui peut être très forte et qui est très dure à tuer aussi puisqu'elle peut revenir dans la main de son propriétaire. Donc voilà, on sent vraiment que c'est une carte qui est faite pour jouer en standard. Elle a tous les atouts pour contrer les decks aggro, elle a beaucoup d'atouts pour être ennuyante pour un deck contrôle qui essaye de la gérer. Voilà, lame-poing sauvage, on sent vraiment que c'est une carte faite pour le construire. Il y a beaucoup de gens, dont j'ai entendu l'interview de Brad Nelson qui parlait de Savage Knuckleblade et qui disait que voilà, cette carte était vraiment poussée pour le standard. Voilà, c'est une carte faite pour le standard, ça se sent énormément. Et donc bien entendu, c'est une carte centrale dans le deck qui va mettre la première pression en fait. C'est pour ça que ce deck est appelé Témur aggro. Ceux qui sont un peu connaisseurs de tout ce qui est construction de deck, à voir la decklist, on pourrait se demander pourquoi aggro. Et ben c'est à cause de Savage Knuckleblade qui peut arriver pas plus tard qu'au tour 2 quand même. 4/4 au tour 2, ça fait mal. Donc on continue, Savage Knuckleblade, on comprend maintenant pourquoi ce deck est aggro. Pour être rapide également, on a un 2-drop qui est intéressant, donc une carte qui coûte 2 qui va s'afficher, qui est Héritier des Terres Sauvages, Heir of the Wild, qui est une créature très très intéressante également, une 2/2 pour 2, ce qu'on appelle un ours, voilà, une 2/2 pour 2, qui a Contact Mortel, très intéressant. Une carte excellente à tous les stades du jeu contre beaucoup de types de jeux. Contre mid-range, ça sera une très bonne carte pour gérer une grosse menace, un Polychronos adverse. Quand il a déjà été monstrueux défi, bien entendu, mais par exemple surtout un Siege Rhino. Ou même contre contrôle un ancien du lac de Perles, si je me rappelle bien, Ancient Pearl Lake. Voilà, Heir of the Wild, et ben, l'héritier des terres sauvages, pour 2, c'est une 2/2, une contact mortel, très intéressante. Ce qui est intéressant également, c'est sa férocité. Quand elle attaque, si vous contrôlez une créature qui a une force supérieure ou égale à 4, et ben cette créature va gagner +1/+1. Là, l'héritier va gagner +1/+1. Ce qui en fait une 3/3 pour 2. Et au tour 3, c'est assez facile avec ce deck, comme vous pouvez le voir, d'avoir une créature avec une force de 4+. Il suffit de mettre un lame-poing sauvage, où on va le voir, par exemple un Polychronos ou un Phénix des nuages. Je ne me rappelle plus le nom en français, Ash Cloud Phoenix. On va le voir tout à l'heure, on va voir les grosses bêtes tout à l'heure. Donc voilà, j'aime beaucoup l'addition de Héritier des Terres Sauvages, que je trouve très intelligent et qui prouve que Einar a quand même une bonne connaissance des formats, parce que cette carte est très très polyvalente au final. J'aime beaucoup. On va passer au bif. On va passer au bif un peu plus cher. On va passer au monstre, quelque chose voilà, qui va asseoir le deck. Vous allez voir, on commence bien entendu, on ne le présente plus par Papa Polychronos. Polychronos, le mangeur de monde, la valeur de monde, je ne me rappelle plus la traduction en français, mais Polychronos, World Eater, ou Polychronos tout simple, ou Poly pour les intimes. Une 5/5 pour 4.
Donc déjà 5-5 pour 4, c'est ce qu'on appelle un bon body, tu vois, c'est une bonne créature, une bonne, voilà, pour 4 mana, on peut pas avoir beaucoup mieux que 5-5. Et en plus, pour 2x et 1 vert, vous pouvez activer la monstruosité qui inflige des blessures, X blessures réparties comme vous voulez, entre plein de créatures. Et ces créatures vont en retour infliger des dégâts à Polychronos, mais bon. Quitte à faire du 2 ou 3 pour 1, voilà, c'est pas bien grave. Hein. Si on perd son Polychronos pour tuer 3 bêtes, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc Polychronos, j'aime énormément cette carte également parce que ça bloque entièrement des rhinocéros de siège. Ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un des meilleurs contre à rhinocéros de siège du format. Et voilà, c'est de toute façon une très très bonne bête. Donc Polychronos, un monstre, bien entendu, il est dans ce deck. On en a déjà parlé beaucoup, donc on ne va pas passer forcément énormément de temps sur Polychronos. On va parler sur la Fifi qui vient après, qui est en rouge, et qui est Ash Cloud Phoenix. Phoenix des nuages de cendres, c'est ça. Phoenix des nuages de cendres. C'est une 4-1 volante. Quand elle meurt, elle repasse face cachée, donc morphée, qui se démorphe pour 4 incolores et 2 rouge. Et quand elle se démorphe, elle inflige 2 à tous les joueurs. Cool. C'est une des rares cartes avec la mue que vous n'allez pas jouer muet. Voilà. Si vous avez un phénix, un phénix comme ça, un Ashcloud Phoenix, vous ne voulez pas le jouer face cachée, bien entendu. Et également, si vous avez cette carte, par exemple, en limité, n'hésitez pas à bloquer avec. Voilà, vous bloquez avec, vous avez 6 mana, vous allez péter une créature adverse. Si votre adversaire essaye de la tuer une deuxième fois, vous le retournez, vous collez 2 à tout le monde, tranquilloum, il va retuer le phénix, il va repasser face cachée, et c'est comme si pour 6, vous aviez limite contré un sort et vous lui avez fait un fichier de points de dégâts. C'est juste fumé. Ashcloud Phoenix dans ce deck, typiquement, ben voilà, c'est une carte qui va être difficile à tuer. Ça empale joyeusement des rocs compagnons. Voilà, c'est. Comment dire? Ça se fait contrer par Sphinx des Hospices, certes. Mais tout de même, pour tuer un Ashcloud Phoenix, c'est dur. C'est dur. Faut y mettre le prix. Une bonne alternative s'il y a faire sacrifier une créature, donc je pense fin crépitante c'est une bonne solution contre ça, mais dans ce deck fin crépitante aura principalement des Polychronos et des lames point sauvage en cible, donc c'est dommage. C'est très très dommage. Donc Ashcloud Phoenix très bon. Pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi 4 Polychronos et plutôt 3 Phoenix. Je pense que dans ce deck, le principe est quand même de tenir le board au sol. Donc voilà, 4 Polychronos, en plus que Polychronos c'est vraiment très très bien de toute façon de manière générale. Donc voilà, moi j'aime bien 4 Polychronos, 3 Phoenix. On va finir par un petit Storm Brave Dragon, bien entendu, qui nous vient de Theros. Un Storm Berry Dragon qui est toujours très sympathique. Hein. Pour 5, une 4-4 vol, célérité protection contre le blanc. Et quand elle peut devenir monstrueuse, elle peut devenir 7-7 vol pour 7 mana. Et quand elle devient monstrueuse, elle inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans sa main. C'est une bonne carte contre contrôle. Et les jeux contrôle actuellement jouant... à part bleu-noir contrôle, joue quand même pas mal de blanc, avec Banishing Light, on peut penser à Chain to the Rock, et Destruction Totale. Donc c'est quand même sympa d'avoir la protection contre le blanc dans ce format. Et optionnellement, ça aussi, ça empale des rocs compagnons à la chaîne, donc c'est bien. C'est une très bonne addition. J'aime bien ces decks où on a un petit peu de versatilité. On n'a pas forcément 4 de chaque bête. Il aurait pu mettre un 4ème phénix, le mettre un dragon. Au moins, ça lui donne un out, ce qu'on appelle un out, hein, comme au poker. Ça lui donne une carte qui peut lui donner des solutions plus intéressantes dans certaines situations. Et là, ouais, j'aime bien Stormbrief Dragon, clairement. Une très bonne carte et que je trouve meilleure que Phoenix contre contrôle quand même. Bien meilleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a 2 en side. On va voir pourquoi. Dans les créatures, j'ai omis, oui, volontairement, de vous parler de ça. De 4 Boon Satyr. Et ça, franchement, je suis très très fan de cette carte de l'addition de Boon Satyr dans ce deck. Ça nous vient de Theros pour 3 dont 2 verts. Une 4 de flash qu'on peut
jouer en grâce pour 5. Donc je rappelle, en grâce, au lieu d'être une créature, elle va arriver en tant qu'enchantement d'une autre créature. Si la créature de base meurt, et ben cette carte redevient une créature, ce qui est toujours très très sympathique. Et la créature enchantée gagne plus 4, plus 2, potentiellement en flash, ce qui est excellent. Ce qui est vraiment très très bien. Pourquoi s'en priver? Une bonne créature, c'est l'enchantement rêvé, hein, l'enchantement avec la grâce. L'enchantement avec la grâce en flash. Voilà, on ne perdra pas une carte si notre créature se fait gérer, on aura toujours une 4-2. 4, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir la férocité, etc. Voilà, 4-2. Et même une 4-2 pour 3, c'est très très bien, hein, c'est très très sympathique. Donc Boon Satyr, moi je suis fan de cette carte. J'adhère complètement et je vois d'ailleurs que Einar en a mis 4 dans son deck. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, très très cool. J'aimerais bien voir une partie, la finale typiquement par exemple, pour voir comment il jouait ses Boon Satyr. Mais de manière générale, je trouve ça très cool. Et le chat aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le chat sur le stream, sur le YouTube. Il y a 2 chats ici et ça c'est le chat que vous entendez tout le temps là. Il s'appelle Akila. Hein? Maybe. Voilà. On est parti pour les sorts. Les sorts. On a 9 sorts dans ce deck. Donc c'est un jeu principalement créature. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait moins de sorts. On va commencer par 4 griffes du cratère. Et quand vous voulez une bonne boule de feu, et ben vous y mettez le prix. Vous prenez vos 4 griffes du cratère. Je trouve cette carte excellente pour l'avoir jouée en limité. Ça tue des adversaires à la chaîne infernale. J'adore cette carte. Et c'est typiquement une boule de feu. Pour les joueurs qui ne connaissent pas boule de feu, c'est à peu près ça. X1, vous collez X dégâts. Là, c'est à la créature ciblée ou au joueur ciblé. En férocité, si vous avez une créature qui a une force de 4 ou plus, ce que vous avez absolument dans ce deck, et ben vous allez coller 2 dégâts de plus, ce qui est excellent. Vous allez pouvoir facilement rétamer un adversaire, sachant que vous avez une petite composante, on l'a dit au début de la vidéo, une composante rampe, vous avez quand même beaucoup de mana accessible. Et il est très facile avec ça, avec ce sort de coller 7, 8, et voilà. Avec les créatures au début de partie, vous collez 12 dégâts, et à la fin, vous mettez 8, gagnez. Très simple, très très simple. 4 griffes du cratère, j'aime beaucoup. Je trouve ce sort excellent. Si vous ne l'avez jamais joué et que vous avez ce sort accessible en draft, je vous le conseille. First pickable, facilement. On passe à 3 Lightning Strike, bien entendu. Encore une fois, j'ai mangé le nom en français. Mais ça, typiquement, Lightning Strike, c'est on appelle le bread and butter. Hein, c'est la base. C'est la base du blast dans le format actuellement. Pour 2, on colle 3. Simple. Ça rentre principalement, bien entendu, contre aggro. C'est quand même bien d'avoir ça si on n'a pas son petit elfe mystique, par exemple, pour commencer, et que notre adversaire commence déjà à mettre des bêtes, 2 ou 3 bêtes dans les premiers tours. Et ben on peut Lightning Strike la bête la plus chiante en fait, et se gagner un petit peu de temps. Ça permet aussi de finir un adversaire, de blaster une créature un peu relou, etc. Voilà, Lightning Strike, toujours sympathique. 3, c'est un choix. Ce deck, je pense qu'il y a un très bon match-up contre aggro du fait des lames poings sauvages et des Polukranos. Donc je suis tout à fait d'accord pour ne pas en mettre 4 non plus, ne pas aller droit dans le Lightning Strike. J'aime bien l'addition des 2 Temur Charmes. De manière générale, moi j'aime énormément les charmes. Il y a beaucoup de charmes qui sont vraiment très très bons. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Également, c'est pas forcément le meilleur, mais pour 3, donc un de chaque couleur de Temur, vous pouvez soit contrer un sort à moins que son propriétaire paye 3, soit vous pouvez cibler une de vos créatures qui va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour et se battre contre une autre bête. Donc ça fait un autre anti-bête sympathique, plus axé contre mid-range, que j'aime beaucoup. Et sinon, les créatures avec une force de 3 ou moins ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. C'est typiquement pour en finir avec aggro. Vous mettez votre board, et puis à un moment, vous dites blah, tu peux pas bloquer. Et voilà, tout simplement. Facile, c'est facile Magic l'Assemblée. Donc voilà, ça résume les sorts. On sent vraiment l'envie de jouer un des meilleurs blasts du format pour un deck qui joue Temur, donc il va jouer avec férocité.
Voilà, Crater's Claw normal, des Lightning Strike aussi. On joue un tricolore où il y a des charmes. On va pas, bien entendu, se priver de jouer les charmes de ces 3 couleurs. Tout à fait normal, hein, que des cartes de valeur. Et une dernière petite carte pour la route, qui a bien entendu un Sarkhan, le dragon speaker. Un Sarkhan, le langue dragon, bien entendu. On a déjà parlé de cette carte énormément de fois. Pour ceux qui n'ont pas entendu déjà cette litanie, cette carte est pétée. Pour moi, c'est limite strictement mieux qu'un Stormbrief Dragon. Euh, voilà, ça devient une 4-4 vol ça te fait une 4-4 vol indestructible tous les tours. Un arpenteur, c'est toujours un peu relou à gérer. Ça peut tuer des cariatides à la chaîne. Ça donne un très bon match-up en miroir parce que 4, on se rend compte que 4, ça tue quand même beaucoup de trucs, dont les lames points sauvages, les Stormbrief Dragons. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, ça fait moins 2 points contre un Phoenix aussi. Euh, donc, voilà, très très bien. Même l'ultime a été utile dans Mardu Walker. Donc cet arpenteur, il a vraiment été poncé jusqu'à la moelle. Il est vraiment très très bon. Très très bon. Voilà. On va passer très rapidement sur la base de mana. On voit qu'il y a du Fetchland. 4 Fetchland contre Fort Boisé. On a des côtes de la Yavimaya. Donc on se rend compte quand même une bonne volonté d'avoir des terrains dégagés. Importants. Donc on a 4 côtes de la Vimaya. Je dis 4 terrains dégagés alors qu'après il y a 4 bivouacs. Mais on va pas du tout en tricolore se priver de terrains qui nous donnent nos 3 couleurs. Donc même si ça arrive en jeu engagé, on joue bien entendu les bivouacs. Très très bon. On se rend compte qu'il y a peu de temples au final, hein, ce qui corrobore ce que je disais sur les terrains engagés. Il n'y a que 2 temples of Epiphany. Donc c'est le bleu rouge si je me rappelle bien, et c'est le bleu rouge, voilà, qui nous vient de Journey into Nyx, Temple of Epiphany. Donc ça c'est les Scryland qui arrivent en jeu engagé mais qui nous permettent de faire un regard 1, toujours très intéressant, toujours. Dans ce deck on a 3 mana confluence. Mana confluence, je suis un tout petit peu surpris qu'il n'y en ait pas 4. Les joueurs ne vont pas non plus jusqu'à craquer tous leurs points de vie pour avoir du mana. Donc je comprends qu'il n'y en ait pas 4, mais mana confluence c'est très très bien dans ce deck. On a un très bon match-up contre aggro. On est aussi aggro nous-mêmes, donc se prendre quelques points de dégâts c'est pas très grave au final. Et jouer donc mana confluence, on s'en prive pas, ça donne un mana de la couleur que le joueur veut. Très très bon. Encore une fois, dans l'optique, avoir les terrains dégagés, on va jouer un Shivanrif. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme Code de Yavimaya, mais en bleu-rouge. Et on a 5 terrains de base, 3 forêts et 2 montagnes. Il n'y a pas d'île de base. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas vraiment beaucoup besoin. Si on regarde bien, il y a besoin pour Savage Knuckleblade et 2 Temur Charm, donc il n'y a pas vraiment besoin de bleu. Sachant qu'on a des Mystic Tendrils pour nous donner du bleu. Donc en gros, il y a 4, 10, 13, il y a quand même 15 sources de bleu. Waouh. Il y a quand même 15 sources de bleu. Par contre, les sources de vert, il y en a 3, 4, 5, 6, 6 et 8, 14. Et les sources de rouge, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, qui est un peu bizarre. Un peu bizarre quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sources de bleu. Il y a plus de sources de bleu que de sources de rouge. Très très intéressant. Alors ça, je ne sais pas. Je dois vous dire que je n'aurais pas forcément buildé ça comme ça. J'aurais mis les temples par exemple, les verts rouges à la place. Pour avoir un peu plus de vert et de rouge, vu qu'on a du double coloré en vert et en rouge, et un peu moins de bleu. Sachant que quand même ce deck, il va un peu... En fait, il y a aussi 4 Fetchland, on les compte pas, mais il y a 4 Fetchland. Donc le vert et le rouge, de toute façon, ils rentrent. Et je pense pas qu'il y ait de problème de mana dans ce deck, hein, de toute façon. Voilà. On va pas non plus s'étendre sur la base de mana, on va passer directement en side, voir ce qu'il y a contre les différents match-ups. Donc un Sarkhan, le Langue Dragon. Bien entendu, je pense notamment à un arpenteur contre contrôle, c'est toujours sympathique. Il est indestructible, il collera ses 4, ça peut être intéressant.
Bien entendu, ça ne sera pas joué contre aggro. Contre midrange, pourquoi pas certains midrange. Je pense notamment à Abzan, ça pourrait être pas mal. Même si je n'aime pas quand même mettre un Sarkhan et directement faire son -3, je suis pas très fan. En tout cas, je comprends qu'il y en ait un en side, notamment contre aggro. Contre aggro. Contre contrôle. Des Stormreef Dragon, encore une fois, je pense que contre un deck qui a une base de blanc bien relou au niveau du contrôle, et ben c'est pas mal. Contre Abzan midrange, ça a l'air vraiment sexy en fait, parce que ça ne se prend ni destruction totale, ni charme d'Abzan, ni Banishing Light quand même. Donc ça va juste se prendre les Murderous Cut, hein, les entailles meurtrières. Et donc il va falloir que l'Abzan les pioche. Ah, il y a quand même, si, il y a quand même chute du héros. Il y a quand même chute du héros. Certes. Donc au niveau des match-up, bah si quand même contre Jeskai, et pourquoi pas contre Jeskai Tempo, pourquoi pas, parce que protection contre le blanc c'est pas mal. Ouais, mais ça va quand même les decks Jeskai Tempo jouent des Stoke the Flame, activer les flammes qui collent 4 en rouge. Paf, donc c'est assez bizarre. J'avoue avoir un petit peu de lacune à déterminer quand est-ce que ces dragons vont rentrer, même si je comprends tout à fait qu'ils soient dans un sideboard. Tout à fait. On va passer principalement après à Disdainful Stroke. But dédaigneuse, ça rentre allègrement contre midrange. Toujours très bien de contrer un petit rhinocéros de siège. Très sympathique. Je pense que c'est une des principales cibles. Et contre midrange, hein, typiquement, on va enlever contre midrange, par exemple, les Lightning Strike qui sont moins intéressantes et mettre Disdainful Stroke, par exemple. Suivant les match-up, on peut enlever plus ou moins de créatures, etc. Donc je suis tout à fait pour. Hein, c'est Disdainful Stroke. Moi j'aime bien Bot Dédaigneuse, de toute façon. J'adore. Alors Sourak, bien entendu, le dragon clave. Hein, Sourak, griffe de dragon, bien entendu. Contre contrôle, puisqu'il ne peut pas être contré, les créatures que vous jouez ne peuvent pas être contrées, et voilà, et toutes les créatures que vous avez ont le paillette in c'est beaucoup trop bien. C'est vraiment beaucoup trop bien comme carte. Voilà, donc contre contrôle. Un, tranquille. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus. Moi j'aurais enlevé quelques boons satyr pour mettre Sourak, j'en ai mis au moins deux. Mais bon, le mix qu'a fait Enar l'a mis en deuxième place de Stockholm. Donc il doit avoir quand même de bonnes raisons d'en jouer qu'un seul. Il y a un Arc Lightning et deux Magma Spray juste après. Alors ça, je trouve ça bizarre également. Pourquoi que si peu? Non mais en fait, je viens d'y réfléchir genre 2 secondes et c'est tout à fait normal qu'il y en ait si peu. C'est juste pour faire un léger ajustement contre aggro. Parce que Arc Lightning c'est vraiment très très bien contre Jeskai Winds. Contre les Jeskai, pas Jeskai Winds, les Red Deck Winds, très 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 aggro qu'on a actuellement. Magma Spray également. Et déjà ce deck a un très bon match-up contre aggro. Du fait de l'âme point sauvage. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. On va ajuster tranquillement, abaisser un peu la courbe de mana, enlever par exemple des boons satyr, parce qu'on n'a pas besoin de boons satyr contre ces decks. Vraiment, on n'en a pas besoin. Du temps que vous mettez un Knuckleblade et un Polukranos, votre adversaire va faire la gueule. Donc, on va enlever un petit peu des boons satyr, je pense, peut-être des griffes du cratère dont on n'a pas forcément besoin, et mettre un Arc Lightning, 2 Magma Spray. On a des petits blasts pour gérer les créatures au début de la partie. Tranquille, tranquille, tranquille. 3 Stubborn Denial, donc 3 déni obstinés. Moi j'aime énormément cette carte. Pour un bleu, ça contre un sort non créature à moins que votre adversaire ne paye 1. Et si vous avez la férocité, ça le contre tout simplement. Je pense que ça rentre contre aggro, contre contrôle. Contre contrôle, typiquement, votre adversaire essaye de faire sa brasse, hein, mettre fin aux hostilités. Et ben vous contrez pour un très très bien. Sachant qu'au tour 3, c'est assez facile quand même d'avoir un lame point sauvage, ou au tour 3-4, voilà, d'avoir un Polukranos sur le champ de bataille. Donc voilà. J'aime bien Stubborn Denial, j'aime énormément cette carte. Et ça fait tellement mal. Ça contre les Perilous Vault des decks contrôle.
Ça met tellement les decks contrôle dans l'espace, ça coûte pas cher, donc ça empêche pas vraiment de jouer des cartes utiles. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y en a 3 dans le side, et je suis très content d'avoir 3 dans le side. J'aime beaucoup. Et on va finir par Hunt the Hunter, qui est l'anti-bet en miroir contre du vert. Donc là, bien entendu, ça va être principalement contre Abzan midrange, pour faire en sorte que vos gentils knucklebalades aillent se battre contre des rhinocéros de siège et leur mettre la race. Voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est un sort qui coûte vraiment pas cher, donc qui n'empêche pas de jouer d'autres cartes et qui va faire le café. Vous allez gérer une bête, mettre une grosse patate avec votre créature après. Donc c'est cool. C'est cool. Hunt the Hunter, très sympathique. Moi j'aime bien ces petits ajustements. Il y a aussi contre les Golgari, bien entendu, hein, contre les Golgari, constellations comme on les voit par exemple ici, ou des divers Golgari qui traînent. C'est toujours sympa, hein. Toujours sympa. Un petit blast beaucoup mieux contre ces match-up. Tout simplement. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Un Temur Agro qui a fait 2ème à Stockholm. Très bien monté, j'aime beaucoup la plupart des cartes qui sont jouées dans ce deck. Et ça donne vraiment envie de le jouer. À part qu'il me manque des mana confluence, je dois à peu près tout avoir. Il doit me manquer peut-être un lame point sauvage et un Polukranos. Mais sinon, ça donne vraiment envie de le jouer, ce petit deck. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez parler de ce deck. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Ça me fait toujours plaisir. Et la communauté grossit à vitesse grand V. Donc, merci à tous. Je vous adore. Et ben je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre deck standard ou d'un autre format. On va voir. Les amis, amusez-vous bien avec Magic. Ciao, ciao. Et salut à tous, ici Rabdel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part une voix un petit peu pétée, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a pas mal d'instruments de musique. Je suis musicien et particulièrement actuellement chanteur. Et je sors de répétition, de 4-5 heures de répétition bien intense, donc j'ai un peu la voix un peu dans les chaussettes. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler de ce deck Temur Agro du Grand Prix Stockholm, joué par Einar Baltvinsen. Qui a fait donc 2ème au Grand Prix Stockholm, bravo à lui. Je voulais juste faire un petit remerciement avant de commencer de parler de ce deck Temur Agro. Je sais en plus qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas, Rabdel et Jobar, sur Facebook et Twitter. Et si vous ne connaissez pas les Avobuild, je vous conseille de chercher sur la chaîne le Avobuild. Normalement c'est le numéro 3 actuellement. Si vous voulez participer donc à la construction d'un deck en scellé, qu'on puisse en discuter, je donne le résultat dans quelques temps. Le remerciement que je voulais faire, c'est Magic France. Merci de m'avoir promu. Oui, promu sur Facebook. Ce dimanche, il y a eu un post consacré exclusivement à la promotion de ma chaîne et ça me touche énormément. Donc merci Magic France, vous êtes géniaux. Beaucoup donc de nouveaux abonnés et de nouveaux followers sur Abdel Jobar. Bienvenue à vous si vous faites partie de cette nouvelle vague. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du format standard, encore une fois, et du Grand Prix Stockholm. Temur Agro a fait 2ème et est bien ancré dans le format standard actuellement. En plus donc des divers Jeskai, Abzan, Mardou, on voit là des Golgari, des Red Deck Queens, il y a des Sultai, il y a tellement de decks dans ce format. Et là donc on va voir Temur. Je rappelle, Temur c'est bleu, vert et rouge. Et donc c'est un Temur, les gens le disent aggro. Je le dirais un mid-range avec qui sort quand même très très bien. Et surtout avec, on va le voir, 4 Savage Knuckleblade. Vous allez reconnaître cette carte qui est beaucoup trop fumée. Je m'excuse d'avance d'utiliser MTG Top 8. Les cartes ne sont qu'en anglais. J'espère que vous les reconnaîtrez et que vous êtes un peu habitués aux cartes en anglais. Je le dirai à chaque fois que j'utilise MTG Top 8, mais c'est un site vraiment très pratique pour faire des découvertes de decks.
Surtout que ce site propose les top 8 de tous les tournois importants, avec des decklists et un setup très joli. Et c'est un site qui ne fait pas non plus de vente de cartes, ce qui est plutôt pas mal, parce que je ne suis pas là pour ça. Voilà, tout simplement. En tout cas, allez, dans le vif du sujet, Temur Agro, bleu, vert et rouge. Mon dieu, ma voix. Et on part donc avec, on va parler d'abord de la composante rampe, puisqu'il y a du vert, hein. Très souvent on a une composante rampe dans le vert, on l'a vu sur l'Abzan midrange, on a vu Arilax, on voit ici Thiago Rodriguez qui a fait 3ème, 3-4 au tournoi et qui joue encore Abzan midrange. Si je regarde la decklist, je suis sûr d'y voir, Sylvain Cariatide, peut-être des elfes mystiques et bien entendu des coursiers de Crufix. Attention, le test en direct. Coursier Crufix, Sylvain Cariatide. Il n'y a pas d'elfe mystique. Ok. Mais il y a 4 cariatides. Donc la composante verte, de Temur va apporter bien entendu son lot de rampes. Et regardez ce qu'on a en rampe. On a bien entendu les mystiques teintes griffes qui sont bien entendu, on le pressentait, hein, mais utilisés dans le format, qui sont de très bonnes bêtes pour 2, dont un incolore et un vert, une 2-1 morph à démorpher pour 2 incolores. Très intéressant, qui peut se jouer dans n'importe quel deck, donc vu qu'on l'invoque avec de l'incolore et on le démorphe avec de l'incolore aussi. Quand il est démorphé, on gagne un mana de chaque couleur de Temur, donc un bleu, un vert, un rouge, ici. Et on peut l'engager pour avoir un mana un peu comme un noble hiérarque. Voilà, c'est un peu le noble hiérarque pour 2, avec Mu. Très très intéressant. Et bien entendu, donc c'est joué. S'il arrive au tour 2, on a beaucoup de mana au tour 3, etc. Voilà, très très simple. Et bien entendu, je ne suis pas fan du fait qu'il y en ait 4, mais vu que ce deck, comme on dit chez moi, a perfait, on ne va pas non plus trop critiquer, hein, la decklist d'Einar. Il y a 4 elfes mystiques, moi j'aime pas en piocher en late game, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, il joue 4 elfes mystiques pour bien ramper. Donc on rappelle ramper, ce n'est pas ramper sur le sol, hein, bien entendu. Ramp en anglais, enfin c'est un anglicisme qu'on utilise très souvent en Magic pour dire on va construire une base de mana plus importante. Voilà, vous le savez, on pose un terrain par tour à Magic. Tour 1 on a un mana, tour 2 on a 2 mana, tour 3 on a 3 mana. Ramper, ça veut dire tour 1 on a un mana. Bah, par exemple on met un elfe mystique, et bah, tour 2 on a 3 mana. On a plus de mana. Si par exemple au tour 3 on met un mystique Tangrif, et ben au tour 4 on aura, au lieu d'avoir 4 ou 5 mana, on en aura 6, voilà, etc. Ça monte, ça monte.